Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Il est midi 8, pardon pour ce petit retard à l'allumage. C'est donc Ecorama, émission spéciale présidentielle avec votre invité à présent, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Ministre en charge de l'industrie, vous avez vu évidemment le débat hier soir, jusqu'au bout, hein? Tout à fait. Bon, vous en avez pensé quoi? C'était un bon débat, chacun a pu faire valoir ses arguments? Je crois que c'était un débat où effectivement on a pu voir projet contre projet ce que chacun proposait. D'un côté, du côté d'Emmanuel Macron, un projet solide, crédible, financé. De l'autre, je crois qu'on a pu voir aussi un certain nombre d'angles morts du projet, beaucoup de doubles discours de la part de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la candidate qui soutient les Ukrainiens, la main sur le cœur, mais qui ne vote pas les sanctions et qui ne vote pas les soutiens à l'Ukraine. Marine Le Pen, c'est la candidate qui soutient le pouvoir d'achat, mais qui ne vote pas à l'Assemblée nationale le bouclier qui permet aux Français de payer beaucoup moins cher aujourd'hui qu'ils ne le paieraient sinon le gaz naturel et l'électricité. Et ce double discours est apparu assez fort, de même que certaines impasses de son programme. Sur l'Europe, je pense que c'était très clair. On reste dans l'Union européenne, mais on n'en respecte pas les règles du jeu et le budget. Ben ça, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Je crois que l'image de la copropriété était assez claire. C'est une décision collective, l'Europe, donc on ne peut pas décider soi-même de ne pas respecter les règles du jeu. Ça ne marche pas. Et il faut assumer sauf à en sortir. Voilà, il faut assumer que derrière son projet, c'est une volonté de sortie de l'Europe. Et à la limite, je dirais que politiquement, c'est respectable. Mais autant le dire très directement. Et là, on était clairement dans le faux semblant. Et puis, sur les sujets du voile et de la sécurité, Marine Le Pen a beau présenter ça comme une mesure féministe. Au passage, elle n'a pas voté non plus la loi contre le harcèlement de rue, ni la loi contre les violences sexuelles et sexistes. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et on voit bien que ce qu'elle propose, c'est surtout une mesure de désignation de certaines religions. Et je crois que ce n'est pas acceptable avec notre histoire et nos valeurs. Admettez qu'elle a été meilleure qu'en 2017. Tout à fait, ça c'est très net. Ouais. Et d'ailleurs, ça a donné plus de qualité au débat puisque chacun a pu développer ses arguments. En revanche, on voit que s'agissant du rapport à la vérité, Marine Le Pen n'a pas nécessairement progressé, même si elle a beaucoup travaillé. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit qu'elle travaille ce débat depuis 5 ans. Sur les chiffres de la dette publique, elle dit des choses un petit peu surprenantes. Moi, j'ai regardé un petit peu. Faisons un petit peu de fact-checking ensemble. 600 milliards d'euros de dette sur l'ensemble du quinquennat. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est bien 600 milliards. Le coût de la crise, elle dit c'est 2/3 qui n'ont rien à voir avec le Covid. En l'occurrence, son chiffre est faux, mais celui d'Emmanuel Macron, il a dit ces 600 milliards, c'est de la dette Covid. C'est faux également. Il n'y a pas 600 milliards de dette Covid. Si, il y a 600 milliards de dette Covid. Quand on écoute Olivier Dussopt, c'est entre 170 et 200 milliards d'euros. Sur le budget de l'État. Sur le budget de l'État. Et après, il y a le manque à gagner sur les recettes. Exactement. Du fait de l'effondrement du PIB en 2020. Vous avez le budget des collectivités locales. En gros, c'est 3/3, si on va très vite. Pour moi, c'est 150 milliards, ça. Vous avez le budget des collectivités locales et vous avez les pertes, puisque le non-prélèvement des cotisations sociales de tous les salariés. Hein, souvenez-vous qu'en avril 2020, un salarié du privé sur 2 était à l'activité partielle. Tout ça, ce serait 150 milliards d'euros. Donc on serait à 350 milliards sur 600 de dette Covid. On est un peu plus que ça. Hein. Mais mettons 400. Donc on n'est pas du tout dans les chiffres qu'elle indique. Donc il y a 2/3. Et derrière, 2/3 de dette, c'est de la dette Covid. Oui. Et un bon tiers. Qui est lié aussi au Covid en sortie de crise. C'est-à-dire que tous les investissements que nous faisons aujourd'hui et qui permettent de reconstruire notre souveraineté, qui permettent de construire plus d'emplois. Hein. Je rappelle aussi que les mesures que nous avons prises avec le plan de relance, avec le plan France 2030, ce sont des mesures qui font qu'aujourd'hui, la France a la croissance la plus importante en Europe, 7% l'année dernière. C'est énorme. Qui viennent aussi après -8. Oui, mais c'est le premier pays. C'est le premier pays, parce qu'on dit -8 plus 7, ça fait toujours -1. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer. Vous savez comme moi qu'en réalité, nous sommes le premier grand pays à retrouver notre activité de 2019 dès le 3e trimestre. On n'est pas le premier. Les Américains l'ont retrouvé avant. On n'est pas les premiers. Pardon ? On n'est pas les premiers.
Grand pays, oui. En Europe, oui. Ah, en Europe, pardon, en Europe. Oui, le premier grand pays en Europe. En troisième trimestre 2021. Donc ça, c'est un acquis. Et ça explique qu'on ait créé de l'emploi et que nous avons un taux de chômage qui est aussi faible. Alors, derrière, il y a des dépenses, mais ce sont des dépenses qui ont un retour sur investissement, puisque derrière, ça va permettre de créer de l'emploi et d'investir. Et donc, plus de cotisations sociales dans le futur et plus d'impôts à prélever sur ceux qui créent de la richesse en France, à savoir les entreprises. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui ont trouvé Emmanuel Macron condescendant par moment au travers de ses mimiques? Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors, c'est un argument qu'on entend notamment dans la bouche évidemment de vos rivaux, mais quand même. En tout état de cause. D'abord, quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le fond, donc je prends l'accusé de réception. Deuxième élément, je pense qu'il y a eu beaucoup de simplification et encore une fois de fausses vérités de la part de Marine Le Pen. Et je peux comprendre que lorsqu'on est engagé, comme l'est le président de la République, au service de son pays, à certains moments ça agace. Et c'est vrai que ça peut transparaître ici ou là. Après, soyons clairs, moi ce qui m'intéresse en tant que citoyenne, c'est à qui je confie l'arme nucléaire. Et je pense que je préfère confier l'arme nucléaire à quelqu'un de sérieux et crédible qu'à quelqu'un qui a travaillé son sourire depuis 5 ans. Vous l'avez trouvé approximatif, c'est ça, sur beaucoup de sujets? Sur beaucoup de sujets, oui. Je l'ai trouvé approximatif sur le pouvoir d'achat, puisqu'elle ne nous dit pas comment fonctionne son dispositif de TVA à 0%. Alors, ça ne respecte pas les règles de l'Union européenne, mais à la limite, on peut mettre ça de côté et considérer qu'on pose un acte politique, on discute avec la Commission. Très bien. Mais derrière ça, on ne sait pas quels sont ces 100 produits et surtout, elle nous explique que ça s'applique dès lors que la croissance est inférieure à l'inflation. Elle s'en met les pinceaux sur les chiffres. Et très simplement, on lui dit, mais donc ça ne s'applique pas aujourd'hui. Si, ça s'applique. Ben non, ça ne s'applique pas aujourd'hui parce que nous ne sommes pas dans cette situation-là. Donc si sa mesure ne s'applique pas dans un contexte où l'inflation est quand même très forte, on ne comprend pas bien quand est-ce qu'elle va s'appliquer. Et ces fausses réponses qui séduisent l'esprit parce qu'elles paraissent très simples, sans produits de première nécessité, TVA à 0%, en fait, on s'aperçoit en rentrant dans le dur que ce ne sont pas des réponses et qu'elles sont beaucoup moins impactantes. C'est 13 € par an, cabinet Asterès qui sort l'information, ça rapporte 13 € par an de pouvoir d'achat en plus. Mais ce qui est vrai, c'est que sur la croissance et l'inflation, elle s'est un peu emmêlée les pinceaux. L'inflation, effectivement, à la juste, c'est bien 4,5% d'inflation. Par contre, sur la croissance, quand elle dit 0,6% au deuxième trimestre, le chiffre n'est pas encore sorti. Donc c'est éventuellement une estimation. Et puis elle confond un chiffre trimestriel qui doit s'annualiser avec une inflation qui est en glissement annuel. Pardon, c'est un peu technique, mais pour ceux que ça intéresse. Mais en gros, voilà, ça ne marche pas. C'est-à-dire, quels que soient les chiffres qu'on prenne, son truc ne marche pas. Et c'est quand même important pour les Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois, de finalement ne pas avoir de solution. Alors que lorsque le président de la République part d'un chèque alimentaire, du bouclier énergie, le bouclier énergie, il fonctionne, il représente près de 200 € en moyenne par ménage. Le chèque alimentaire, c'est très clair. Alors c'est combien? Ça manque d'infos, je trouve. Qui va le toucher? 8 millions de Français, manifestement. Combien? Alors, le président de la République a annoncé ce chèque alimentaire. Là, effectivement, nous ne sommes pas rentrés dans le détail. Et c'est pour ça que il l'a dit très bien, hein, c'est aussi une discussion qui doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Mais c'est quelque chose qui marche. On a fait le chèque inflation, on a fait le chèque énergie, le chèque alimentaire, c'est un panier de biens. Peut-être qu'il aurait fallu mieux le cibler dans le chèque énergie, plutôt que donner 100 € à 38 millions de gens. Il ne fallait pas donner plutôt 400 € à 9 millions de gens qui en ont vraiment besoin. C'est pas une question de ciblage, là, quand même. Alors, je pense que ça se discute parce que toutes les personnes qui travaillent et qui sont dans ces classes moyennes modestes, on va dire, et qui échappent toujours au dispositif de soutien parce qu'on considère qu'elles sont juste au-dessus des personnes les plus vulnérables, en fait, c'est elles qui ont le plus de pertes de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on a baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros en 2020, ces 5 milliards d'euros, ils ont essentiellement bénéficié à ces classes qui travaillent, qui sont juste au début de l'impôt et qui finalement se retrouvent à payer un impôt qui, au regard de leurs revenus, peut paraître très élevé parce qu'elles perdent tout le bénéfice de ceux qui ne sont pas soumis à l'impôt en termes d'accompagnements sociaux, de bénéfices, de mesures sociales auprès de leur commune, auprès de la région, et donc qui ont une contribution à l'impôt beaucoup plus forte que certaines classes beaucoup mieux rémunérées. Donc il ne faut pas oublier les classes moyennes. Moi, c'est un enseignement que je retire du terrain. Vous savez que je suis engagée dans le bassin minier du Pas-de-Calais, et on entend ces personnes qui travaillent, monsieur, madame, qui travaillent beaucoup, qui vraiment jouent
les règles, on va dire, du pacte social et qui ont le sentiment d'être de manière permanente les oubliés parce qu'ils ne sont pas assez pauvres pour bénéficier d'appui. Et bien ça, je pense qu'Emmanuel Macron l'a bien compris aussi. Au terme de plus de 3 heures de débat hier, il n'y a pas eu de victoire par chaos. Non. Mais victoire au point pour vous, pour le président sortant. Le sondage de la BFM TV qui est sorti auprès des téléspectateurs qui ont vu le débat montre que le président sortant est le plus convaincant pour 59% de ceux qui ont vu le débat, 39% pour Marine Le Pen. Donc victoire au point pour vous, pardon pour la métaphore sportive. Lors du précédent débat, j'avais en tête que les chiffres devaient être de l'ordre de 65-35. Donc finalement, ce n'est pas si différent que ça de la précédente fois. Je pense qu'en revanche, le débat était plus instructif, plus profond et plus complet sur l'ensemble des thématiques. Audible. Je regrette une chose très fortement, c'est qu'on n'a pas assez parlé d'écologie. C'est un élément qui est central dans notre programme, c'est un élément sur lequel nous avons un bilan et sur lequel moi j'aimerais qu'on puisse en parler plus. Je regarde notamment sur l'industrie. Moi je suis en avance sur la trajectoire de réduction des émissions de CO2 au regard des accords de Paris sur le secteur industriel. Eh bien ça on en parle très peu. Et puis il y a tout ce que nous proposons dans le projet en termes de rénovation thermique, en termes d'accompagnement des Français pour acquérir des voitures qui n'émettent pas de CO2, en termes d'innovation pour faire en sorte de produire des moteurs décarbonés. Il a parlé du leasing hier, de cette histoire de leasing pour que les Français puissent. C'est vrai qu'aujourd'hui, une voiture électrique coûte beaucoup plus cher qu'une voiture thermique et beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se la payer. Oui, et donc l'idée, c'est, modulo une participation de l'ordre de 100 €, d'avoir accès à ce type de véhicule propre pour des familles modestes. Voilà, c'est là aussi une proposition du quotidien, une proposition très concrète et qui évite que la transition énergétique, la transition écologique... On sait concrètement, quelle voiture, pour quel montant par mois, sur quelle durée de remboursement? Alors, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un montant de l'ordre de 100 € par mois, et ça sera évidemment une voiture, je dirais Made plutôt de modèle... ça sera à préciser, parce que la production, comme vous le savez, européenne aujourd'hui, elle est un petit peu empêchée par la crise des semi-conducteurs, mais en tout état de cause, l'enjeu, c'est qu'une famille, mettons 2 adultes, 2 enfants, puissent disposer d'une voiture pour leur déplacement commun. Si un des objectifs du président candidat hier, c'était de sécuriser un petit peu son avance dans les sondages, pour vous, c'est mission accomplie après ce débat en Espagne? Écoutez, moi, je suis très respectueuse du vote des Français, donc rien n'est joué avant dimanche prochain. Vous l'avez dit, les Français ont trouvé que Emmanuel Macron était plus convaincant que Marine Le Pen. Donc très bien, mais il faut continuer à se battre sur le terrain et continuer à dire aussi que Madame Le Pen, c'est le projet de l'extrême droite. Et on a beau le peindre dans les couleurs pastel, elle a beau s'appeler Marine plutôt que Madame Le Pen, à la fin de la journée, on retrouve à la fois dans ses équipes et dans son projet, préférence nationale, remise en cause du droit d'asile, remise en cause d'un certain nombre de libertés, les fondamentaux de l'extrême droite. Donc dimanche, il ne faut pas se tromper de bulletin de vote. Lorsqu'on vote abstention blanc, on vote pour Madame Le Pen. Ouais. Ça, c'est une réalité. Ce qui ne veut pas dire, et je crois qu'on est très clair et on l'assume, que c'est un chèque en blanc pour le président de la République. Je crois qu'on est très conscient qu'au terme de ce vote, il nous appartiendra d'accueillir et de répondre aux légitimes questions, en particulier sur l'écologie, parce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon l'a beaucoup porté dans son projet, aux questions légitimes des jeunes sur l'écologie, et de montrer que c'est bien un élément central de notre programme. Mais parlons sécurité, d'accord, parlons pouvoir d'achat, parlons aussi transition écologique. Justement, sur le pouvoir d'achat, Agnès Pannier-Runacher, c'est intéressant, il y a eu une petite passe d'armes sur le triplement de la prime Macron et cette hausse de salaire de 10% pour Marine Le Pen, conditionnée avec des baisses de cotisation, deux mesures finalement qui se renvoient quelque part, qui sont un petit peu mises dos à dos, puisque les deux mesures sont incitatives. Exactement. Mais dans les deux cas de figure, elles ne sont pas contraignantes, et donc tout ça reste à la main des entreprises, de l'employeur, du chef d'entreprise, que ce soit celle
d'Emmanuel Macron avec le triplement de la prime ou celle de Marine Le Pen avec hausse de salaire conditionnée à des baisses de cotisations? Un biais dans la mesure de Marine Le Pen. Là, pour le coup, un biais dans la mesure de Marine Le Pen qui est qu'en fait, on ne sait pas combien de temps ces baisses de cotisations durent et sur quelle base salariale elles se fixent. Parce que dans une entreprise, vous avez des promotions, vous avez des évolutions salariales qui sont naturelles. Donc, qu'est-ce qui relève des 10% et qu'est-ce qui ne relève pas des 10%? Si demain matin, un ouvrier qualifié prend la maîtrise, il change de travail. Donc, il est légitime que... Donc, il y aurait un effet d'aubaine, c'est ça? Eh bien, c'est un peu flou, je trouve. Et puis, il y a un élément sur lequel elle n'a pas été très claire non plus, qui est que pourquoi on augmente les cotisations, enfin, pourquoi les cotisations suivent les salaires? Pour une raison très simple, c'est qu'il faut aussi financer toutes les prestations type retraite dont on doit pouvoir indexer l'évolution. Si vous vous privez, si vous avez une sorte de, ce qu'elle appelle une perte d'opportunité, elle a raison, c'est une perte d'opportunité, une perte de recettes potentielles, ben, ça veut dire que vous n'avez pas le budget pour financer l'indexation des retraites. Je ne suis pas sûre que les retraités valident ce principe. Après, là où elle marque le point, Marine Le Pen, quand elle dit quand on va voir son banquier et qu'on veut prendre un crédit, les primes, et la prime Macron n'est pas prise en compte, effectivement, dans le calcul de la capacité d'endettement. Elle a raison. Elle a raison, mais de l'autre côté, il me semble que l'enjeu des Français, c'est la question de la fin du mois. Plus la question de la fin du mois que la question de mettre en place des prêts. Et par ailleurs, la politique de logement que nous voulons porter est également une réponse à ça, de faciliter le logement pour les personnes, là encore, pour les travailleurs qui ont un revenu modeste, mais qui sont engagés dans le travail et qui se trouvent dans une espèce d'entre-deux où ils ne savent pas comment trouver un logement, se payer leur voiture. Et on l'indiquait à l'instant, pour la voiture, c'est cette proposition de leasing. Donc nous essayons de répondre vraiment très concrètement aux besoins du quotidien des Français. Ouais, puisqu'on est dans le fact-checking, Agnès Pannier-Runacher, un petit mot sur ces 14 000, c'est votre ministère en plus, 14 500 emplois industriels perdus sous ce quinquennat selon Marine Le Pen. Qu'en est-il en net? En net, on est du côté de 3 000 emplois perdus, ça c'est les chiffres de l'INSEE à fin... Sur le quinquennat. Sur le quinquennat, à fin 2021, sachant que nous avons 70 000 postes ouverts dans l'industrie, alors que nous en avions 40 000. Les chiffres, c'est donc, ce n'est pas 15 000, 14 500 euros détruits, c'est 3 000. C'est 3 000 à la fin 2021, sachant qu'on continue à créer de l'emploi industriel et qu'effectivement, nous sommes la première équipe gouvernementale depuis plus de 20 ans à avoir créé de l'emploi industriel net sur 4 années sur 5 du quinquennat. Donc Marine Le Pen a beau jeu de mettre en avant l'année 2020, qui est évidemment une année de destruction d'emplois, puisque quasiment tout s'est arrêté, mais la réalité, c'est que 4 années sur les 5 du quinquennat, nous avons créé de l'emploi industriel net, que nous ouvrons 2 fois plus d'usines que qui en est fermé, et que ça ne s'était pas vu depuis près de 30 ans. Elle a raison aussi sur les 85 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale. Ça, c'est parfaitement exact. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'en plaint, mais qu'elle ne prend pas les mesures qui vont avec. Or, quel est le principal poste de dépense de la balance commerciale? L'énergie. C'est l'énergie. Et sur l'énergie, elle propose de démanteler les éoliennes. Il faut savoir que si on prend les seules éoliennes qui sont en fin de vie sur le quinquennat, ça équivaudrait à démanteler l'équivalent de la production d'un Flamanville. À un moment, on a besoin de plus d'électricité pour se chauffer, pour se transporter avec les voitures électriques, pour les processus industriels, précisément pour décarboner notre économie. Donc en fait, elle nous expose encore plus fortement à une dépendance au gaz russe, mais peut-être elle a une idée derrière la tête, et au carburant. Et elle nous met dans une situation où nous risquons d'avoir encore plus de risques de coupure d'électricité. Et un point sur ça aussi, parce que je trouve ça assez frappant. Elle veut sortir du marché européen de l'énergie. Mais ça veut dire quoi, sortir du marché européen de l'énergie? Ça veut dire que 40 jours par an, c'est la situation aujourd'hui, 40 jours par an, nous importons de l'énergie, de l'électricité, pardon, je vais être plus précise, de l'électricité. Ça veut dire que 40 jours par an, on fait des coupures d'électricité? Et puis ça augmente parce qu'on démantèle les énergies renouvelables, les éoliennes. Mais elle pointe du doigt une réalité, à savoir que le mode de calcul n'est pas favorable à la France, le mode de calcul de l'électricité en Europe. Alors qu'on a du nucléaire qui coûte moins cher, là on se base sur la dernière unité qui produit, qui évidemment est la plus... Mais précisément parce qu'on l'utilise, la dernière unité. Quand on en a besoin pour importer,
on est bien content de l'avoir. Et qu'est-ce que propose le président de la République? Qu'il propose et qu'il a fait, ce qui est quand même assez différent, c'est précisément de revoir les règles de fonctionnement du marché de l'électricité. Et je rappelle qu'en France, 40% du marché de l'électricité, du coût de l'électricité est basé sur la réalité du coût de production du nucléaire. Donc cette spécificité française, elle est déjà dans le prix de l'électricité. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en capacité de mettre en place ce bouclier sur le prix de l'électricité qui permet aux Français de ne pas le voir augmenter, alors même que sur les marchés, il s'envole. Ouais. On termine le fact-checking, Agnès Pannier-Runacher, juste quand Marine Le Pen dit que la plus grosse baisse d'impôts du président, enfin d'Emmanuel Macron, sous ce quinquennat, c'est la flat tax, c'est la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Factuellement, c'est faux puisque c'est la baisse de la taxe d'habitation avec une vingtaine de milliards d'euros. Tout à fait. Alors, je fais le calcul autre, on est autour de 5-6 milliards, je pense, sur les mesures de baisse de la fiscalité sur le capital. 2 milliards d'euros sur la partie ISF, qui est transformée, puisque c'est la différence entre l'impôt sur la fortune immobilière et l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a 2 ou 3 sur la flat tax. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose d'inverser les choses. C'est-à-dire, elle taxe tout ce qui est investissement dans les entreprises. Et placement financier au sens large. Oui, mais placement financier, c'est des investissements dans les entreprises. Donnez-moi un exemple de placement financier qui n'est pas un investissement dans les entreprises en dehors de l'immobilier. Quand on achète une action un jour qu'on la revend le lendemain, c'est un placement dans une entreprise. Oui. Ça reste un placement dans une entreprise. Oui, mais on ne finance pas une entreprise en tant que telle. Ah bah si. En achetant une action un jour, en la revendant le lendemain. Mais parce que celui qui va vous la racheter est présent dans l'entreprise, donc la finance. Potentiellement. Mais oui, mais forcément. Et donc, elle veut taxer la prise de risque et l'investissement dans les entreprises au profit de l'investissement immobilier. Donc ça veut dire que les châteaux, les villas sur la Côte d'Azur ne seraient plus taxés. C'est surréaliste. C'est une mesure qui est antisociale. Il y a beaucoup de Français qui n'ont que leur patrimoine immobilier, qui n'ont pas de château ou de villa. Mais qui ne sont pas taxés aujourd'hui à l'IFI. Qui aujourd'hui a un patrimoine immobilier qui est supérieur à 1,6 million 1,3 million Non, 1,3 million, mais vous avez l'abattement des 30%. Les 30%, vous avez raison. Donc c'est 1,6 million. Donc qui, à part des Parisiens, parce que le marché a plutôt progressé à Paris. Admettez juste quand même qu'en 2017, il y avait dans le programme d'Emmanuel Macron une mesure waouh, avec effet waouh en matière de baisse d'impôts. C'était évidemment la suppression de la taxe d'habitation. On ne la voit pas là, cette mesure, dans le programme actuel. D'abord parce que nous sommes un gouvernement qui avons baissé de 50 milliards d'euros les impôts. Dont la moitié pour les particuliers. 26, alors un peu plus de 50 milliards d'euros, 26 pour les particuliers, 26 milliards d'euros pour les entreprises. Donc ce mouvement, nous l'avons fait. Deuxièmement, parce que nous avons conscience que nous avons une dette publique, qu'elle doit être remboursée et que nous devons avoir une gestion équilibrée des finances publiques. 3% de déficit public en 2027. Exactement. Si Emmanuel Macron est réélu. C'est l'objectif, c'est de revenir à ce niveau-là qui permet de ne pas alimenter la dette et de commencer à baisser la dette. Ouais. Sachant que sur les économies, beaucoup l'Institut Montaigne ou l'IFRAP, on avait Agnès Verdier il y a 2 jours, nous expliquait que sur 15 milliards d'euros, pour récupérer 15 milliards d'euros sur la fraude fiscale et sur les niches fiscales, tout ça n'était pas tellement documenté. Vous supprimez quelle niche fiscale quand il faut récupérer 15 milliards? C'est beaucoup 15 milliards. En l'occurrence, sur la fraude, je crois que c'est plutôt Marine Le Pen qui met en avant ces chiffres-là. C'est vrai aussi, mais là on parle de votre candidat. Qui met en avant ces chiffres-là. Nous évoquons notamment les gains en termes de traitement de la solidarité à la source, comme nous l'avons fait pour le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est une mesure qui a facilité la vie des Français et qui a permis de redéployer des fonctionnaires d'un travail d'instruction de l'impôt sur le revenu vers d'autres fonctions dans l'administration. Donc ça permet de faire des économies qui sont gagnantes pour les Français et gagnantes pour nos fonctionnaires. Dans cet entre-deux-tours, Agnès Pannier-Runacher, il y a eu beaucoup de nouvelles dépenses qui ont été annoncées par Emmanuel Macron, notamment le chèque alimentation, même si c'est encore un petit peu flou pour l'instant, l'indexation des retraites sur l'inflation. Est-ce que tout ça ne vient pas fragiliser son cadrage budgétaire ? Non, parce que l'indexation sur l'inflation, c'est une mesure de justice sociale d'abord. C'est une mesure qui intervient... en fait, il s'agit de ne pas être dans l'hypocrisie, c'est-à-dire d'attendre le 1er janvier de l'année prochaine pour reconnaître qu'il y a de l'inflation. C'est-à-dire que cette inflation, elle existe et on doit la prendre en compte dès le 1er août. Alors, au niveau où elle se sera exprimée au 1er août, et nous pourrons avoir une deuxième clause de révision au 1er janvier. Au fond,
il faut réapprendre à vivre avec l'inflation et retrouver des agilités qui permettent de ne pas bloquer la situation des Français. Et c'est ce que nous faisons. Mais cette dépense, cette augmentation de l'inflation, elle existe. Vous le voyez d'ailleurs dans l'augmentation du SMIC. Le SMIC va augmenter de 2,5% au 1er mai. C'est parce que nous avons une formule, et nous sommes le seul pays en Europe à l'avoir, d'indexation pendant l'année et pas juste une fois par an. Ouais. Et on finit là-dessus, juste, Agnès Pannier-Runacher, sur ce triplement de la prime Macron à 6 000 €. Elle est évidemment alléchante sur le papier, même si on sait que c'est à la main, on l'a dit déjà, de l'employeur. Mais il faut quand même dire que beaucoup de salariés ne vont pas toucher 6 000 € de prime. Il ne faut pas non plus se leurrer. Vous avez complètement raison. Tous les salariés ne vont pas toucher 6 000 €, mais c'est une ouverture pour les entreprises qui a... Aujourd'hui, c'est entre 1 000 et 2 000 potentiellement. Et en moyenne, elle était de 500 €. Oui, elle était de 550 € et certaines entreprises sont allées jusqu'à 2 000 €. D'autres ne les ont pas versées tout court. Ouais. Donc ça dépend de la situation de l'entreprise. Mais ce qui est intéressant dans cette prime, c'est deux choses. La première chose, c'est que c'est une incitation à mettre en place des accords d'intéressement et de participation, et d'intéressement en particulier. Et ça, c'est essentiel parce que ça s'inscrit dans la durée. La deuxième chose, c'est que c'est une prime qui est, comme c'est une prime, l'entreprise ne prend pas le risque dans la durée. Et on peut comprendre aujourd'hui que pour les entreprises, il soit difficile de prévoir ce dont l'avenir est fait. Avec l'augmentation de l'inflation, avec le ralentissement de la croissance, avec des perspectives qui sont assez sombres du côté, par exemple, de la Chine, dont vous savez que des régions très importantes, Shenzhen, Shanghai, sont arrêtées du fait de la Covid. Tout ça fait que pour des entrepreneurs, donner un coup de pouce ponctuel à leurs salariés, d'accord, mais se dire, oh là là, je risque de prendre un risque alors que demain la situation va se retourner, c'est difficile. Mais ça ne les empêchera pas de le faire dans la durée. Et surtout, nous les incitons, encore une fois, à un meilleur partage de la valeur avec le lien avec les accords d'intéressement. Ouais, et on finit là-dessus, en mettant sur la table, j'y repense, c'est le concept de dividende salarié. Tout à fait. Et c'est intéressant. Alors après, il faut voir comment ça peut être... Comme toujours, le diable est dans les détails. Voilà, comment on met ça en place pour que ce soit une usine à gaz. Mais l'idée de se dire qu'aucun actionnaire ne peut se verser des dividendes si derrière, il n'y a pas nécessairement participation et intéressement pour les salariés. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre ça en place. Ah oui, c'est parfaitement possible. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant, vous diront certains? Mais je rappelle que nous avons fait des avancées assez significatives sur l'intéressement, notamment dans la loi Pacte, en diminuant les prélèvements sur l'intéressement, en mettant en place des accords préécrits pour les très petites entreprises, en facilitant la conclusion de ces accords lorsqu'il n'y avait pas forcément d'organisation syndicale pour co-signer. Enfin voilà, il y a eu un vrai travail de facilitation et d'accompagnement, et nous avons augmenté le nombre de salariés qui disposent de l'intéressement. Mais entre avant et après, je risque de vous dire des bêtises. Donc je pense qu'on avait prévu de doubler et on n'a pas atteint complètement cet objectif. Nombre de salariés couverts par un accord d'intéressement. Exactement. Et ce qu'on observe, c'est évidemment surtout des accords de grands groupes, parce que les DRH sont bien structurés, donc c'est plus facile à négocier. Et plus on descend dans la taille des entreprises, plus ça paraît compliqué et difficile. Mais l'enjeu est là. Mais en fait, l'enjeu est là. L'enjeu est dans les PME, et c'est un instrument extraordinaire pour les PME puisque c'est lié à leur santé. Lorsque la PME va bien, on partage les fruits de l'activité. Lorsque la PME va moins bien, le petit avantage se réduit de lui-même, et du coup, on ne met pas en danger les emplois de la PME. Donc, moi, j'engage vraiment les entrepreneurs à avancer sur ça. La première fois, ça peut paraître difficile, et ensuite, lorsqu'on reconduit des accords d'intéressement, j'en ai moi-même négocié dans une autre vie, en fait, on prend cette habitude et de dialogue dans l'entreprise avec les salariés, ce qui est très bien. Ça peut nourrir le dialogue social lorsqu'on a des syndicats bien établis, et utilement autour de la stratégie de l'entreprise, autour de ce qui fait son succès ou moins son succès. Et c'est vraiment une mesure de partage de la valeur qui est, je pense, très utile, y compris pour fidéliser les salariés. Bon voilà, merci beaucoup. Merci donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'Industrie. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.